Voilà, donc, bon, dernièrement, il y a quand même beaucoup de travaux qui nous permettent de comprendre à quel point il est fondamental de s'occuper de ce qui nous entoure. Je pense par exemple à l'épigénèse. Très clairement, on se rend compte à quel point ce que l'on respire, ce que l'on mange, etc., a une influence fondamentale sur l'évolution de nos gènes. Donc, ça aussi, ça nous pousser à être beaucoup plus prudent que l'on avec beaucoup plus de prudence sur ce que l'on fait à notre environnement. Alors, les conséquences de ce deuxième mythe. Alors là, j'ai mis une photographie, c'est une publicité que j'avais prise il y a pas mal d'années. Bah, vous pouvez imaginer qu'il fait quand même que 5 degrés dehors, mais que j'ai envie quand même de, voilà, un dîner en amoureux dehors, et même si possible, pas forcément habillé comme si j'étais en été. Pas de problème, vous achetez ça. Vous savez que ça s'est généralisé au terrain du café également. Ça, pour moi, c'est typiquement c'est quand même quelque chose qui s'est diffusé alors qu'on savait déjà qu'il y avait le problème du développement durable, du changement climatique et tout. Et vous voyez que maintenant, nous, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui intéresse, une des choses qui nous guide dans nos comportements, bien malgré nous, on n'y pense pas forcément, c'est d'essayer d'échapper aux contraintes de l'environnement, aux contraintes climatiques, aux contraintes de la météo. On a un peu perdu de plus en plus notre lien avec ce qui nous entoure, également de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être dépendant des caprices de la météo, on n'accepte plus que ce qui nous entoure dicte nos comportements. Toujours dans cette logique un peu d'omnipuissance. Donc ça, c'est le deuxième mythe. Le troisième, c'est le mythe de la maîtrise de l'espace-temps. Alors, sur le gauche, je suis en train de faire de la science-fiction, parce que ce mythe lui-même est composé de deux éléments. Le premier, c'est la volonté de maîtriser l'ensemble de la planète, de se déplacer partout, de pouvoir aller partout sur la planète sans discrimination. Et en plus, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse aller partout. Et puis le deuxième, c'est de maîtriser le temps. Pendant longtemps, le temps avait une représentation cyclique, mais depuis qu'il a une représentation linéaire, c'est ce que montre un grand sociologue comme Hartmut Rosa, à partir de ce moment-là, les gens ont beaucoup plus l'angoisse du temps qui fuit. Cette représentation linéaire fait que le temps s'envole et on n'arrive pas à le retenir. Quand le temps était cyclique, et dans les sociétés où le temps est cyclique, les gens ont beaucoup moins ce sentiment. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, donc Harvey en 89 parle de compression de l'espace-temps, la conséquence de l'accélération du rythme de vie et l'annihilation de l'espace par le temps. Et Hartmut Rosa se demande justement à partir de quel moment les gens ont eu le sentiment d'accélération du temps. Et justement, il le fixe au moment où on a commencé à construire ce temps linéaire, c'est le moment de la révolution scientifique. On trouve beaucoup de textes à partir de cette époque où les gens se disent ah, le temps file de plus en plus, on a tous eu ce sentiment d'ailleurs, probablement. Ça va de plus en plus vite au fil des années. Il y a c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas dans les textes auparavant. C'est intéressant, donc c'est pas inhérent à l'humain de penser que le temps était de plus en plus court. Et que, voilà. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui nous pousse à vouloir aller toujours plus vite, dans une sorte de mouvement d'aller toujours plus vite parce que le temps est court, donc il faut faire le plus possible de choses pour avoir le sentiment que notre vie est pleine. Ce qui fait dire à un philosophe comme Doménac, je ne me rappelle plus son prénom, excuse-moi, il nous dit répudiant l'ancien, appelant le nouveau, son principe la pousse à aller toujours plus vite, à consommer toujours davantage, à devenir une idéologie du changement pour le changement, et à aboutir à une culture de la quotidienneté qui récupère et recycle continuellement le passé, autrement dit qui l'abolit. Il est possible que la modernité débouche sur le but indiscriminé du nouveau et sur la négation même d'un changement qui est un sens. À force de bouger dans tous les sens, dans une espèce de mouvement brownien, on ne sait plus trop quel est le sens de ce que l'on fait, pourquoi on change, à tous les niveaux de notre vie, sans cesse. C'est devenu un leitmotiv. Alors un autre philosophe, Henri Hayek, me dit exhorter à être moderne, c'est exhorter à devenir toujours plus moderne, c'est-à-dire à se montrer toujours plus contemporain, toujours plus en avance. Il faut être en avance sur les autres d'ailleurs. Injonction vide, tant qu'on n'a pas défini ce qu'est l'essence de la modernité. La seule réponse générale possible, c'est qu'elle est rupture toujours recommencée, ou encore changement perpétuel selon un mouvement accéléré. Et tout ceci n'a pas que des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur nous humains.
C'est-à-dire le fait d'être toujours perpétuellement en obligation de changer. On nous dit, bah oui, mais il faut évoluer dans les métiers, pareil, il faut tout le temps être en évolution, en changement permanent. Ça a un effet extrêmement perturbant sur les humains. Les changements de repères continus font que, particulièrement en France, d'ailleurs, j'ai constaté que la France était particulièrement en pointe sur cette question du mouvement pour le mouvement, y compris dans les entreprises. Alors, c'est peut-être par hasard si on est champion du monde par habitant de la consommation d'anxiolytiques. C'est forcément lié à cette instabilité psychologique de plus en plus d'individus qui nous perturbent beaucoup. Donc en fait, ce changement pour le changement, il est plutôt utile pour le système que pour les individus aussi. Donc tout acte dans notre vie, y compris celui du temps libre, ce que je vous ai déjà dit, devient consommation pour s'insérer dans le cycle marchand. Et les efforts technologiques sont faits en grande partie justement pour réduire les distances et donc permettre de pouvoir être. Idéalement, on vise à l'ubiquité, la capacité à être plusieurs endroits en même temps. Et d'ailleurs, avec les progrès qu'on a fait avec la crise du Covid ces derniers temps, l'ubiquité est presque possible, puisque grâce à Zoom et tout un tas de trucs outils, on est capable d'être un peu partout en même temps. Et ce faisant, d'ailleurs, c'est un peu une négation de l'espace. L'espace est progressivement absorbé par le temps. On est quelque part, sans trop savoir où on est, mais on est avec plein d'autres personnes ailleurs. Et tout ceci nous mène encore plus à cette forme d'instabilité et de déconnexion par rapport à l'environnement. Vous voyez, les différents mythes s'entrelacent. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le gaspillage du temps correspond au luxe suprême dans notre société. Ceux qui sont capables de ne rien faire, qui ont les moyens surtout de ne rien faire, sont finalement peut-être les plus riches dans cette société. Donc nos relations sociales elles-mêmes dépendent, on en a un exemple ici, avec les personnes qui suivent cette conférence à distance. On est de plus en plus dépendants de prodesses techniques toujours plus sophistiquées. Ce que nous disait aussi un sociologue comme Anthony Giddens, c'est que les contacts de proximité spatiale sont en milieu urbain de plus en plus éphémères, favorisés en cela par la prédominance des relations de type marchand. Et finalement, notre vie n'est plus rythmée par le temps local, mais par le temps mondial. Alors, je vous invite rapidement à revoir, ou voir, si vous n'avez pas vu, le film 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil et Patrick Lemaire. Il y a, au début du film, vous voyez la scène où une convention mondiale d'une grande entreprise multinationale, ça se passe à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il faut être en avant, il faut être sur le nord de New York alors qu'on est à Bruxelles. Donc, juste pour vous dire que ça fait longtemps que beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait qu'on délocalise le temps quelque part. Donc, nous tous, nous tissons des relations sociales avec des personnes éloignées. Et donc, à la fin, ce qui était un luxe de pouvoir se déplacer devient une nécessité sociale. Et donc, on est tous prisonniers, y compris, de cette nécessité de mobilité. Et on vit de plus en plus mal le dérèglement, les retards par rapport à ça. Vous avez peut-être pu constater, peut-être même vous irriter lorsque le TGV vous découvrez cet extraordinaire à 5 minutes de retard. Pourtant, presque 5 minutes de retard lorsqu'on avance aussi vite. La mobilité, c'est aussi la mobilité des biens. Et d'ailleurs, on voit le problème aujourd'hui, c'est qu'à force d'avoir mondialisé tout ça, on a des gros soucis actuellement, parce qu'on fait venir les biens de très très loin. Mais c'est vrai aussi des biens périssables qui viennent de très loin et qui on a besoin de les consommer le plus vite possible, donc il faut aller toujours plus vite. Et on a de plus en plus de mal à se passer de ces biens aussi. Parce que nos habitudes, en fait, beaucoup, si vous regardez, si vous réfléchissez à nos comportements de consommation aujourd'hui par rapport même à il y a 30 ans, alors il y a 30 ans, on pouvait encore éviter des nouveaux comportements qui sont de plus en plus dans ce mouvement d'accélération et de nécessité de mobilité. La mobilité des loisirs, j'en ai déjà parlé, vous avez peut-être fait l'expérience comme moi, de voir que finalement, il était peut-être plus, c'était beaucoup moins cher de prendre l'avion pour aller passer des vacances au Maroc plutôt que d'aller en week-end à La Rochelle, enfin voilà, le système engendre aussi, au niveau de la mobilité, le système marchand engendre une offre incroyable pour une mobilité sans limite. La mobilité des données, enfin,
on est au cœur de tout ça, eh bien, on a besoin de plus en plus de data centers pour stocker tout ce qui est sur Internet. Vous savez, paraît-il que, je ne sais pas, un expert dans le domaine, que même lorsqu'on efface des données, paraît-il qu'elles sont quand même stockées contre notre gré. Et donc, on a de plus en plus besoin de data centers qui consomment beaucoup d'énergie. Il y a des data centers qui consomment autant d'énergie qu'une ville de 100 000 habitants. C'est loin d'être négligeable. Donc, il y avait des chiffres. Alors, j'ai essayé ce matin encore de trouver des chiffres plus récents, mais je n'ai pas trouvé. Google, déjà en 2011, avait plus, à lui seul, plus de 1 million de serveurs. Et le chiffre plus récent que j'ai trouvé, c'est en 2018, on consommait pour le fonctionnement de ces data centers, donc juste pour leur fonctionnement, 200 TWh. Alors, ça ne parle pas du tout de 200 TWh, peut-être pas vous aussi, mais c'est quand même 1% de la demande mondiale d'électricité. Ça équivaut quand même à la moitié de la production nucléaire française. Rien que pour ça. Et surtout, c'est en train d'accélérer. Donc, conclusion à propos de ces mythes, et passe ensuite à la partie plus proposition, c'est l'ossature de notre société. C'est en tout cas, c'est la thèse que je défends. Et en fait, il y a d'autres mythes que je n'ai pas pu vous présenter, mais qui, en fait, une fois qu'on est plongé dans une société, on a du mal à admettre que d'autres sociétés soient possibles. C'est un peu la chose qui est compliquée. Il y a un blocage déterminant, c'est qu'on ne voit pas comment on peut fonctionner autrement. Or, c'est ça qu'il faut changer fondamentalement. Moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les questions de développement durable. Ce que je constate, c'est qu'on essaie de changer beaucoup de choses à la marge, mais sans s'occuper des racines des comportements. Moi, ce que j'ai essayé de vous décrire là, c'est peut-être pas, c'est sûrement pas exhaustif, mais c'est une grande partie des racines de nos comportements. D'accord? Donc, j'en passe à la deuxième partie. Comment repenser les repères et les principes de nos sociétés pour répondre aux enjeux du développement durable. Donc, je pars d'un premier objectif, c'est comment modifier nos repères et nos comportements. Pas juste nos comportements, hein, parce que pour changer nos comportements, il suffit d'augmenter les prix radicalement quelque chose et on sait que nos comportements changent. Mais pas nos repères. On est juste là en train de rager parce que les prix augmentent. Non, ce qu'il faut, c'est arriver à changer plus radicalement notre façon de penser la société. Très modestement, vous voyez. Donc, premier point, je me repose sur les travaux d'un anthropologue, Alain Caillé, qui réfléchit de façon beaucoup plus riche que les économistes aux modalités de l'action individuelle. Qu'est-ce qui nous motive lorsque nous interagissons avec d'autres humains? Les économistes, de façon très simple, nous disaient qu'on se comporte comme des homo economicus, on a entendu parler de cette expression, c'est-à-dire que les humains sont fondamentalement uniquement des êtres égoïstes, mus par leur intérêt propre, sans autre considération. Selon Caillé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vous présente ce petit schéma donc a été produit par Alain Caillé, que j'ai repris. Il nous montre que les motivations des individus sont complexes et également ambivalentes. Vous voyez, il y a 4 pôles, fondamentalement. Alors, je prends le pôle d'en haut et d'en bas, c'est la liberté et la contrainte. Vous voyez, il y a une flèche qui montre qu'il y a une tension entre les deux. Il y a une tension. Nous aspirons à être libres, mais en même temps, nous savons que pour être acceptés socialement, pour vivre en société, nous sommes dans la nécessité d'accepter des contraintes sociales. D'accord? Donc, première tension. À chaque fois que nous agissons, nous essayons à la fois de nous extraire des règles, et en même temps, on sait que si on ne suit pas certaines règles, ben, la société ne fonctionne pas bien, ou bien on est carrément exclu de la société. On a ça à peu près dans toutes les sociétés humaines. Et puis les deux autres pôles qui sont en tension, c'est l'intérêt pour soi, donc le fameux intérêt des économistes, on va dire l'égoïsme quelque part, mais aussi ce qu'Alain Caillé a appelé l'aimance, je le traduirais plutôt par sympathie pour les autres. Il est vrai que régulièrement aussi, ce que dit Alain Caillé, c'est que les actions humaines ne peuvent pas être comprises comme une forme pure de ces motivations. C'est-à-dire quand on agit, on veut à la fois être libre, mais en même temps on veut être intégré socialement, parce qu'on n'existe pas sans les autres. Et puis on pense à soi, mais on a aussi de la sympathie envers les autres. Et ça aussi, ça mitige nos actions et ça les rend plus compliquées à comprendre que ce que voudraient les économistes. Souvent, il y a de l'altruisme. Et comment expliquer cet altruisme? Alors les économistes arrivent à expliquer que c'est forcément de l'intérêt égoïste, mais c'est quelque chose quand même qui a du mal à faire.
En tout cas, Alain Caillé nous parle d'intérêt individuel, donc d'empathie ou sympathie. Là-dessus, il est très clair sur les termes qu'il utilise. Il parle aussi d'imitation. Imiter les autres, c'est aussi un bon moyen de s'intégrer socialement. La réciprocité, donc le fait d'être capable de donner, de recevoir, don et contre-don, tous ces mécanismes-là. Mais aussi la justice, le sentiment de justice. Et ce que nous dit Alain Caillé, il a repris des travaux d'éthologie sur le comportement des animaux, mais on voit aussi d'autres espèces vivantes, animales, qui se comportent également avec ces mêmes motivations. Des motivations de sentiment de justice également qu'on retrouve, des expériences sur les rats, des expériences sur des comportements en observation sur certaines espèces de singes. On voit également les mêmes modalités de comportement. Alors une fois qu'on a vu ça, quels principes et valeurs promouvoir? Donc l'idée, c'est de partir du schéma d'Alain Caillé, c'est de dire qu'il faudrait arriver à avoir des principes qui concilient liberté et contrainte d'un côté, intérêt pour soi et sympathie envers les autres d'autre part. Donc c'est ça la piste. Alors je ne vais pas vous décrire tout le cheminement qui m'a permis d'arriver à ça. Je vais juste faire une petite parenthèse sur en me focalisant plus sur l'arbitrage entre liberté et contrainte. Finalement, on a besoin de contraintes, mais il semble que la possibilité d'essayer de développer l'autolimitation par les individus me paraît quand même plus souhaitable socialement que celle des contraintes réglementaires, toujours plus fortes et toujours plus précises. Moi, j'ai vécu longtemps en Italie, un pays où les contraintes sur le papier sont extrêmement fortes, et où les comportements sont absolument déviants. Plus les contraintes sont fortes, et plus on se comporte autrement. C'est-à-dire c'est une espèce de course-poursuite, et même sur le Covid, c'est l'Italie qui a les règles les plus strictes, parce que à chaque fois en Italie, dès qu'il y a une contrainte, on sait que les gens vont les dépasser, donc on va les mettre encore plus fortes, parce qu'on anticipe que les gens vont dévier par rapport à ça. Donc c'est une course-poursuite inflationniste sur les règles. Et on bureaucratise la société, on juridicise la société de plus en plus. Il y a un resserrement juridique et réglementaire au détriment de la confiance qu'on peut se faire entre individus. On ne mise pas du tout avec ce système sur l'intelligence individuelle et collective. On mise sur un État toujours plus fort, toujours plus euh, vexatoire également. Le libre arbitre des individus, l'autonomie est restreinte de plus en plus. Et on va à système. Et on y est en train d'y aller. Et puis déjà, c'était le cas avec les. J'entendais effectivement quelqu'un parler de ça sur le terrorisme, ça fait déjà une première vague. Est-ce qu'on va vraiment revenir sur des règles avant Covid, une fois que l'épidémie sera finie? C'est pas certain. On sent qu'on va de plus en plus faire quelque chose qui va à l'envers, me semble-t-il, de ce qu'il faudrait promouvoir. Mais alors, comment promouvoir ceci, justement? Alors oui, avant ça, je voudrais juste vous dire qu'il y a. Alors, Friedrich von Hayek, c'est un économiste, c'est un juriste. Il a le prix Nobel d'économie. À vrai dire, je ne suis pas trop d'accord avec lui, c'est un ultralibéral. Mais bon, il a dit des choses très très intéressantes, notamment dans le domaine juridique. Il dit que la démocratie, malgré tout, enfin, il n'est peut-être pas original, mais il nous dit quand même que c'est quand même la seule convention sociale qui permet de changer pacifiquement le pouvoir, et que c'est quand même l'unique protection contre la tyrannie. Donc il faut la protéger, mais il critique les choses. Il critique les choses avec une phrase que je trouve remarquable. Il nous dit que on confond le fait que seul ce qui est approuvé par la majorité peut être obligatoire avec le fait que tout ce qui est adopté par la majorité doit être obligatoire. En fait, on est dans une société où quand une majorité prend le pouvoir, c'est vrai, notamment en France, c'est peut-être moins vrai dans d'autres pays européens, la majorité dit bah j'ai le pouvoir, donc c'est moi qui décide de tout. La non-prise de conscience des avis de la minorité, bah, on ne discute pas avec la minorité. C'est elle qui a perdu, donc on lui impose tout ce qu'on veut. Non, la démocratie, c'est pas forcément ça. La démocratie, c'est effectivement, c'est d'adopter des grands principes. C'est la majorité qui va décider ces principes. Effectivement, c'est pas la minorité, c'est la majorité qui décide des choses. Et c'est pas pour autant que tout ce que décide la majorité est légitime. Et là, on a un déficit très clair, notamment dans un pays comme la France, sur lequel je reviendrai, c'est un déficit en termes de participation des citoyens à la vie collective. Alors, je résumerai ce que l'on doit
ce que je vous propose, par l'idée qu'il faut promouvoir une liberté des individus au sein d'un vivre ensemble construit collectivement. D'accord? Ce serait plutôt ça que je proposerais comme alternative à la situation actuelle, avec 3 sous-points que je vais inventer le plus rapidement possible, mais ça va, j'ai l'impression. Premièrement, accroître l'autonomie des individus. Alors là, ce n'est pas que l'autonomie des individus, je vais commencer à vous parler un peu de territoire, également. Deuxième point, accroître l'interconnaissance et le dialogue entre les individus. Et par rapport à ce que je viens de dire sur la démocratie, on connaît le lien. Et donc, favoriser des prises de décision collectives. Donc, ce sont les 3 points que je vais décliner. Donc, premier point, accroître l'autonomie des individus et des territoires. Et donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du concept de capacité, quand on voit au prix Nobel que j'ai déjà cité tout à l'heure à Amartya Sen. Ce que dit Amartya Sen, c'est que l'objectif des politiques, on parle des politiques mises en œuvre, hein, pas des personnels politiques. Hein. Ils ont d'autres objectifs parfois. L'objectif des politiques, Amartya Sen le dit, c'est d'accroître la capacité des acteurs, c'est-à-dire la liberté d'agir en autonomie au sein d'un cadre collectif. C'est ce souhait de la liberté, effectivement, mais dans un cadre collectif. En fait, par autonomie, il faut entendre la capacité d'être acteur soi-même de la façon de répondre à nos propres besoins. En fait, c'est un peu l'envers de l'aide humanitaire. On va nourrir les gens, mais finalement, en les nourrissant, on ne leur donne pas forcément les moyens de se nourrir par l'avenir, et donc on crée des gens infantilisés, dépendants, etc. etc. L'idée, c'est d'avoir des adultes. Les adultes, c'est des gens qui sont autonomes, qui sont capables par eux-mêmes de décider de ce qui est bon ou pas bon pour eux, et à qui on donne les moyens, par l'éducation, par tout un tas de choses, d'être le plus possible acteurs de leur vie. De même, c'est la thèse que je défends de plus en plus, on a besoin aussi que les territoires, il faut les voir comme des espaces de vie. D'accord? On a des espaces de vie, donc ce n'est pas des territoires administratifs forcément, ça peut, c'est pas forcément ça. Et dans ces territoires de vie, quelque part, il est aussi important que les acteurs, nous sommes des acteurs d'un territoire, chacun, enfin, peut-être pas nous-mêmes, eh bien, c'est important aussi que nous soyons capables de maîtriser notre destin. C'est-à-dire d'être capable aussi de faire des projets de territoire, de dire comment nous imaginons notre territoire dans les années, les décennies à venir, et de pouvoir avoir les moyens de le faire. Et non pas de subir ça à partir d'acteurs qui sont éloignés et qui décident pour nous. Donc Amartya Sen nous dit, dans un de ses principaux ouvrages, la liberté apparaît comme la fin ultime du développement, mais aussi comme son principal moyen. Le développement consiste à surmonter toutes les formes de non-liberté qui restreignent le choix des gens et réduisent leur possibilité d'agir. Je ne sais plus si j'ai dit il faut pour vous expliquer la liberté. Si jamais c'est pas très clair cette histoire de liberté, je pourrais revenir dessus dans les questions. Peut-être que j'aurai largement le temps, mais j'aurai largement le temps en fait. Deuxième point, comment accroître l'interconnaissance et le dialogue entre les individus. Alors, la première piste, il y a 3 pistes à ce niveau-là. La première, c'est de développer la proximité entre les acteurs. Alors là, je fais une incise sur la proximité. C'est quelque chose que l'on doit plutôt à des travaux en géographie, notamment géographie économique, mais pas seulement. On considère qu'il y a 3 formes de proximité entre les gens, entre les acteurs. La première, c'est évidemment la proximité qui fait que nous sommes proches spatialement. D'accord? Ça, c'est une proximité évidente. D'accord? La deuxième proximité, c'est la proximité qui fait que nous sommes en proximité organisationnelle. Par exemple, nous appartenons à une même structure, et du coup, on a tout un tas de repères communs qui fait que nous arrivons à travailler correctement ensemble parce que nous comprenons tout un tas de règles communes, implicites ou explicites d'ailleurs. Et donc, nous pouvons avancer. C'est une proximité organisationnelle. C'est ce qui fait. Et on n'est pas forcé d'être proche physiquement pour partager cette proximité. Ainsi, les services déconcentrés de l'État fonctionnent très bien avec leur ministère alors qu'ils sont déconcentrés, c'est-à-dire qu'ils sont dans les différents territoires du pays. Et la troisième forme de proximité, qui est probablement tout aussi importante que la proximité physique, c'est ce qu'on appelle la proximité institutionnelle. Alors le terme est trompeur, mais j'ai repris le terme des collègues qui sont
produit cette proximité, c'est ce qui fait que nous nous sentons proches en termes de valeurs. Nous partageons les mêmes valeurs. Peut-être que des gens très éloignés, et c'est ce qui se passe pour le moment grâce aux réseaux sociaux, nous partageons des choses avec des gens avec lesquels nous sentons que nous avons beaucoup de choses à partager. Donc nous nous sentons proches de ces personnes alors même qu'elles peuvent être très loin. Et donc cette proximité institutionnelle, le partage de valeurs communes, est fondamentale également pour se sentir proche. Donc je vais revenir sur la proximité dans un instant aussi. Et deuxième point, on va voir aussi, c'est partager les connaissances constituées. Et le troisième point, c'est appliquer le principe de réciprocité entre individus et entre territoires. Alors sur la proximité, j'y reviens. La territorialité favorise la proximité. Le fait de vivre un territoire ensemble favorise la proximité et les liens entre les acteurs, on le voit, malgré les protestes techniques, sont d'autant plus forts à une échelle locale et surtout à partir du moment où il y a un dialogue qui permet justement de s'accorder sur les valeurs que l'on souhaite partager ensemble. C'est en ça que c'est fondamental. Être proche localement, ça ne suffit pas. Peut-être que certains d'entre vous ont subi les voisins. Donc être proche, c'est pas forcément bien s'entendre. Eh bien, en revanche, la proximité institutionnelle, c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus proches, de s'accorder, en tout cas, collectivement, sur les valeurs que l'on souhaite partager. Et de ce point de vue-là, j'en reviens à un auteur assez ancien, mais qui avait beaucoup compris de choses, c'est Alexis de Tocqueville, au XIXe siècle, lorsqu'il a été en Nouvelle-Angleterre. Quand il parle de la démocratie numérique, c'est fondamentalement la Nouvelle-Angleterre qui est décrite. Alexis de Tocqueville avait bien compris que la démocratie qui fonctionnait, qui était une démocratie très directe dans la Nouvelle-Angleterre au cœur du XIXe siècle, était une démocratie dont il disait qu'elle serait en danger à partir du moment où on étendrait spatialement le fonctionnement de cette démocratie. En fait, plus les centres de décision s'éloignent de nous, et plus difficilement nous acceptons les règles qu'on nous impose. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut complètement supprimer tous les niveaux supra, État, Europe, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui mériteraient de décider beaucoup plus en proximité. Et finalement, c'est une relecture, à mon avis, qui ne trahit pas la pensée de quelqu'un comme Tocqueville. Donc, favoriser une prise de décision collective à une échelle territoriale relativement restreinte, à l'échelle d'un espace de vie, c'est favoriser également la capacité de chacun de nous à mieux accepter les règles contraignantes. Dans cette logique dont je parlais tout à l'heure, d'auto-limitation. Comment arriver à s'auto-limiter, comment accepter des règles contraignantes. On le sait d'ailleurs, on est capable nous-mêmes de nous imposer des règles beaucoup plus contraignantes que celles qu'on accepte de la part d'autres personnes. Donc, plus on est proche, qui est plus proche de soi-même que soi, eh bien, dans ces cas-là, on accepte encore mieux. Alors, j'en reviens. Donc, le deuxième point, partager les connaissances constituées. Donc, je vais vous dire, en fait, j'anticipe par rapport à la conclusion, mais en fait, j'avais pas mis ce principe de partage de connaissances avant de faire du terrain et d'analyser un certain nombre d'initiatives locales de différentes tailles, y compris des initiatives locales de grande taille. Et je me suis rendu compte que ce qui caractérisait la force du grand nombre de ces initiatives, c'était justement ce partage des connaissances. Beaucoup d'initiatives locales ont mené à créer des universités en lien avec leur objet et à produire des connaissances qui étaient partagées avec d'autres acteurs ailleurs dans le monde. Ça va de même avec le développement de l'open access également, la capacité à ne pas verrouiller la connaissance. Et vous voyez qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est les brevets, c'est le fait de protéger. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement limitant par rapport à ce que l'on peut faire des connaissances. Et puis surtout, la propriété intellectuelle, ça veut dire tout ce qui est propriété quelque part est potentiellement monétisable. Donc, c'est mettre la connaissance dans le domaine du marchand. On a besoin de la connaissance au-delà du marchand. On a besoin de s'extraire de la vision purement marchande de la connaissance. Parce que c'est par la connaissance que tant les individus que les collectifs peuvent gagner en autonomie, parce qu'ils apprennent des nouvelles façons de faire. C'est assez remarquable, grâce à Internet, on voit quand même que beaucoup d'acteurs arrivent à dialoguer avec des acteurs même lointains, justement, mais qui sont en proximité institutionnelle, avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs,
Et à partir de ce partage de connaissances à travers la société, eh bien, les uns et les autres, des collectifs, inventent des nouvelles façons de faire avec davantage d'autonomie pour ces mêmes communautés humaines. Et puis la diffusion de la connaissance, c'est au cœur des débats participatifs pour avoir des décisions collectives beaucoup plus éclairées. Et tout ça, ça me mène au dernier point. Voilà. Presque dernier point. Oui, c'est le principe de la réciprocité. Outre le partage de la connaissance, un problème que l'on constate, c'est les rapports de force très défavorables entre territoires. Ce qui fait que l'autonomie des individus comme des territoires est en grande partie déterminée par des rapports de force extrêmement déséquilibrés entre les différents territoires dans le monde. Nous imposons beaucoup de choses à d'autres territoires, nous-mêmes nous faisons imposer des choses par des territoires beaucoup plus puissants, et pas seulement par des territoires, mais aussi par des institutions extrêmement puissantes à une autre échelle. Et donc, une des pistes, ce serait d'adopter un principe de réciprocité qui aurait pour finalité de considérer que les échanges entre territoires, voire à une autre échelle, devraient être équilibrés du point de vue des rapports de force. Alors, ça paraît des beaux rêves et des utopies, et en même temps, si on n'essaye pas de voir comment changer les choses, si on se dit, bon, de toute façon, tout ça est impossible, c'est du rêve, tout ça, donc on peut s'arrêter, se dire, bon, bah, attends, on va fin du monde alors. Mais voilà, il faut peut-être trouver, c'est au moins essayer d'aller dans une direction. Une utopie, c'est avant tout quelque chose qui nous donne une direction vers la fin de l'année, évidemment, avec toutes les imperfections qui resteront à travers le cheminement vers cette utopie. En fait, pourquoi je vous dis ça, ce principe de réciprocité, mais venu progressivement, parce que je me suis rendu compte. Alors moi, je travaille beaucoup en écologie territoriale. En écologie territoriale, on essaye de faire en sorte de boucler les flux de matière et d'énergie pour que le territoire soit le plus durable possible. Et, et le bouclage de flux de matière et d'énergie fait que si on arrive à limiter les importations, c'est très très bien. Parce que certaines importations de certaines substances viennent déséquilibrer les cycles écologiques. Et de ce point de vue-là, j'ai eu une expérience intéressante, il y a 3-4 ans maintenant, à Lyon, où un consultant présentait justement le métabolisme dans la stratégie de la grande ville du Grand Lyon. Et la stratégie du Grand Lyon, c'était de dire on va faire en sorte de limiter au maximum nos importations. Alors moi, je trouvais ça plutôt potentiellement intéressant. Mais si on limite potentiellement si on limite le plus fortement les importations, il faudrait peut-être aussi réfléchir sur nos exportations, non? Or là, c'était pas du tout. Au contraire, l'idée c'était que Lyon soit le moins important, le importateur possible, mais en revanche, il continue à exporter tout ce qu'il arrive à produire. Et là, il y a un problème de réciprocité. Parce que si tous les territoires font comme Lyon, plus personne ne va importer, donc ils font comment à Lyon? Donc, on a besoin d'un principe de réciprocité. On ne peut pas, c'est la règle d'or, ne pas appliquer à soi-même ce qu'on ne souhaiterait pas que les autres nous fassent. Donc, appliquer aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à nous. Excusez-moi, vous connaissez la règle d'or. Bon, ben, un petit peu. Dernier principe, c'est favoriser des prises de décision collectives. C'est donc l'essor de la démocratie participative, pas celle que l'on fait en France, qui est ridiculement une caricature de la démocratie participative en général. Malgré les efforts, il y a eu beaucoup d'améliorations. Hein, ça ne veut pas non plus être trop dur, mais fondamentalement par rapport à ce que l'on peut voir dans d'autres pays, notamment certains pays scandinaves, on est quand même très très loin de ce qu'est la démocratie participative. Et je pense qu'il faudrait la développer en particulier à l'échelle des territoires de vie, justement, y compris pour prendre des décisions difficiles, des décisions contraignantes. Pas juste pour dire ah c'est génial, aujourd'hui la démocratie participative, il y a beaucoup de villes maintenant qui font quelque chose de très bien, c'est par exemple des budgets participatifs. On vous dit ben voilà, une partie du budget de la commune, c'est vous les citoyens qui allez décider de ce qu'on va faire. Moi je trouve ça très très bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'on fait aussi participer les citoyens à la prise de décision sur les sujets difficiles?
Qu'est-ce qu'on limite à notre propre liberté individuelle au nom d'un collectif? C'est ça aussi dont on a besoin. On ne peut pas se limiter à se dire libre, parce qu'en fait, il y a un grand philosophe italien, Robert Esposito, qui montre qu'étymologiquement, la liberté, ce n'est pas être libre en dépit des autres. Non, c'est être libre avec les autres, au sein d'une communauté. Et ça, c'est fondamental. Et c'est aussi une des choses qu'il faudrait reconstruire, parce que la liberté a été complètement dénaturée au profit d'une liberté purement individuelle qui fait que, effectivement, on considère que même s'il y a un objectif collectif de santé, et ben, c'est pas grave, moi, je peux être libre avant tout. Qu'est-ce que c'est que cette dictature on m'impose de me soigner malgré moi, de sous cette histoire, etc., etc. C'est peut-être un parti que tout le monde ne partage pas, mais voilà. Euh, Au-delà de ça, et je finirai là-dessus, se pose quand même l'articulation avec les échelles plus larges, les nations, l'Europe, l'international. Comment arriver à concilier malgré tout une responsabilité à l'échelle plutôt locale avec les enjeux globaux? Comment articuler ça? Alors là, je vous laisse sur votre fin. Je ne vais pas parler de tout non plus, puis j'ai pas de solution. C'est une grosse question. C'est comment réarticuler le local et le global de façon intelligente. Et donc, je vous laisse ici. Donc, la conclusion, je vous disais, in fine, je suis arrivé à valider ces principes d'action. Il y en avait certains que j'avais émis de façon théorique. Ensuite, j'ai été voir des initiatives sur le terrain, qui m'a permis d'enrichir en ajoutant. Donc, il faut évidemment pas oublier les objectifs écologiques fixés à différentes échelles, sinon on ne fait pas de durabilité non plus. Mais c'est justement là-dessus qu'on a besoin de décider collectivement, de contraintes pas forcément toujours sympathiques. Mais si on les construit ensemble, on les acceptera peut-être mieux également. Voilà, je vous remercie.